Bonjour et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de la série de Grenoble à Lorgère. Après avoir cheminé avec Mireille, nouvelle arrivante dans la vallée, me voici donc après de nombreux virages et une bonne prise d'altitude sur la terrasse du refuge de Lorgère. Il fait un temps magnifique et le vallon coule sous mes pieds. Que c'est beau ici. Allez, c'est parti. Laisse-toi porter par la montagne. Le camp de base. Rencontre au sommet. Épisode 6. Le refuge de Lorgère. Entre histoire et nouvelles pratiques de la montagne. Bon, du coup, j'ai commencé. J'adore la cuisine, alors du coup, j'ai fait un pas. Alors là, il y a des carottes, des courges, des poires. Trop bien. Et puis voilà quoi. Pour le repas de ce soir, du coup, pour la bouffe. Pour les enfants. Ouais, voilà. Pour les enfants, ce soir, on fait bolo avec des crozets, histoire d'être quand même un peu savoyard, quoi. Vous devez être contents. C'est clair, c'est clair. Ça fait des grosses quantités d'eau et de creusets, là. Ouais. C'est pas trop dur de cuisiner comme ça pour des grosses quantités? Si, moi, c'est la première fois que je fais autant de grosses quantités comme ça. On voit un peu l'envers du décor, en fait. Est-ce que vous avez cette machine de collectivité, vous savez, pour éplucher les patates, là? Non. Vous épluchez Non, les pommes la de terre, là? machine de collectivité, Ah, elle est là, c'est plaisant. C'est toutes ses mains. Et je vais t'en faire la démo parce que du coup, je vais éplucher les carottes. Donc, Céline, you have fine? Yes, good woman. Je suis au refuge de Lorgère avec Céline qui est gardienne de ce refuge. Bonjour Céline. Bonjour. Et merci beaucoup de m'accorder cette interview. Là, c'est un peu le feu en cuisine, comme les auditeurs ont pu l'entendre. Est-ce que tu peux me raconter déjà ton historique avec ce refuge? Ça fait combien de temps que tu es gardienne au refuge de Lorgère? Alors, ici au refuge de Lorgère, ça fait c'est ma 3e saison. Mais avant, j'ai gardé un autre refuge pendant une dizaine d'années. Et par contre, ça fait 22 ans que je travaille en refuge, à peu près. Et ça ressemble à quoi alors la vie d'une gardienne de refuge? Alors, c'est beaucoup d'heures. Pas beaucoup d'heures de sommeil. En fait, oui, on a des grosses journées entre l'accueil, la cuisine, le ménage, le service. Après, on a la chance de travailler dans un cadre qui est idyllique, en fait. Donc, mais sur le fonctionnement vraiment du refuge, on est l'équivalent d'un gîte d'altitude, en fait. Voilà. Ça roule. Fonction d'hébergement. Alors effectivement, ce refuge, il a la particularité qu'on peut y arriver directement en voiture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de venir au refuge de Lorgère, quels sont les paysages qu'on traverse pour arriver jusqu'ici? L'accès en voiture et la route est très très belle. Elle a vraiment beaucoup de charme. On est sur une forêt donc en adré, donc il y a un mélange en fait. Au départ, on va avoir quelques feuillus, puis assez rapidement, on va se retrouver sur des conifères. On a quelques mélèzes, mais on va surtout avoir du pinsambro, de l'épicéa, et donc ça donne la route est complètement bordée en fait par cette forêt, donc ça donne un cachet qui est quand même extraordinaire. Et après on arrive déjà sur le premier hameau de Paulset et là la forêt s'ouvre complètement et laisse place à un paysage vraiment de montagne avec des alpages. Il y a beaucoup de hameaux aussi qui ont été très bien rénovés et du coup on a beaucoup de chalets en pierre. Déjà en arrivant au hameau de Paulset, on se prend notre première claque paysagère, on va dire, parce que c'est vraiment grandiose. Et puis on va continuer, puis comme on continue à monter un petit peu, on va sortir tout doucement de la forêt. Et en fait le refuge de Lorgère, du coup on se retrouve vraiment à la limite de la forêt et au début des alpages. Du coup il y a cette ambiance contrastée entre les deux en fait qui est assez sympa quoi. Et justement, là, le refuge, il est ouvert de juin
à septembre. On a vu une grande classe avec plein d'élèves de 6e. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir vraiment beaucoup d'enfants dans ce refuge de Lorgère ? Oui, alors surtout en septembre, en fait, on accueille ce qu'on appelle les plans montagne qui ont été mis en place par le département pour justement faire découvrir aux 6e de Savoie cet environnement de montagne. Donc nous, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir la route, les élèves peuvent venir en bus. Et après, ils vont passer 2 jours. Alors, ils se sont concentrés sur les classes de 6e pour permettre en même temps aussi de créer la cohésion dans les classes de 6e. C'est-à-dire que dès la rentrée, en fait, ils font ce petit séjour à Lorgère. Souvent, ils ont des intervenants, des gardes du parc ou des accompagnateurs en montagne qui permettent en fait de faire découvrir ce milieu qui est juste au-dessus de leur tête, en fait, et que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir accès, en fait. Ouais. Alors, tu me disais tout à l'heure que Lorgère, là, c'était aussi un gîte. Combien est-ce que vous avez de lits ? On a 62 places. D'accord, c'est relativement Voilà, ça beaucoup. fait partie des refuges assez importants quand même. On a une bonne moyenne de refuges qui ont une 40aine de places. Donc nous, on a 62 places. Ça draine beaucoup de monde quand même sur l'été parce qu'on est sur le GR5, donc la traversée des Alpes. On est aussi sur le Tour des glaciers de la Vanoise. Donc c'est quand même des circuits qui sont assez prisés. Et puis en plus de ça, on va avoir la petite famille ou les gens lambda qui vont découvrir une nuit en refuge. Du fait de l'accessibilité par la route, ça va donner un petit cachet sympa pour s'initier en fait à une nuit en refuge en fait. On y reviendra juste après parce qu'effectivement ça vous amène un nouveau public. Cet accès au refuge en voiture. Pourquoi c'est important pour toi d'être un acteur économique et finalement social de cette vallée de la Maurienne ? En tant qu'acteur économique, ce qui est génial, c'est de faire découvrir son coin. En fait, on a la chance de vivre, comme on dit, dans une région touristique où les gens viennent en vacances chez nous. Donc, c'est quand même super d'avoir cette possibilité-là, de leur offrir un accueil et puis de leur faire découvrir en fait nos vallées et nos montagnes. Après, sur l'acteur vraiment de découverte, l'accessibilité par la route fait que en fait, les gens peuvent facilement s'approprier en fait un lieu qui fait partie du parc national de la Vanoise, donc un lieu qui est préservé, qui est quand même grandiose et qui a une forte émotion en fait quand on y est, sans avoir un accès difficile, de manière très facile. Et ça peut permettre aussi de donner des envies en fait, d'initier en fait des envies d'aller voir un peu plus haut, d'aller voir un peu plus loin, essayer d'aller voir la faune plus haut, plus loin. Et je trouve que ça permet aux gens de se reconnecter à une nature avec un accès très facile. Et donc ça, je trouve que c'est à l'heure actuelle, c'est une chance quand même de pouvoir faire ça. Et il y a un côté aussi, un rôle initiateur, dans le sens où il y a plein de gens qui n'oseront pas forcément aller se dire, allez, on va se faire un week-end en refuge. Et là, du coup, se dire, c'est bon, on a quand même la voiture à côté, c'est rassurant. Et du coup, ils vont le faire ici une première fois. Et puis après, du coup, ils vont vouloir aller voir plus loin, quoi. Et ça, je trouve ça magique parce que du coup, ça peut révéler des nouvelles passions ou des nouvelles envies, quoi. Et justement, est-ce qu'on peut imaginer des côtés négatifs à cette route qui arrive directement au refuge ? Alors oui, on a quand même un côté négatif, c'est que on est dans un cadre sublime, mais du coup il y a de la présence des véhicules. Entre le 15 juillet et le 15 août, on va pas se mentir, il y a une très grosse fréquentation. Donc après il y a toute la gestion en fait du parking, la gestion de la surfréquentation, parce que comme dans tous les lieux assez faciles d'accès, il y a forcément des moments où il y a beaucoup de monde. Après, moi, le petit bémol que je mettrais, en fait, c'est que du coup, on arrive et on est tout de suite dans la consommation. Et je trouverais que, par exemple, un parking une demi-heure plus bas permettrait d'avoir une demi-heure de marche et d'arriver et vraiment de venir découvrir, en fait, le coin. Alors que là, on a des gens, des fois, l'été, qui arrivent, qui garent la voiture, il y a beaucoup de monde, et puis après, qui arrivent au refuge, qui nous disent, on n'a pas vu de marmotte. Donc, oui, la marmotte reste un animal sauvage et il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut regarder. Quand il y a beaucoup de monde en bas, c'est compliqué, il faut aller un peu plus loin, enfin, voilà. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'il y a après les alpages de Lorgère ? On voit des sommets absolument édifiants qui nous surplombent. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vallée ensuite ? Donc on a le vallon de Lorgère qui va se terminer avec 2 beaux sommets, qui est le sommet de l'Aiguille d'Oran et le sommet du Râteau d'Ossois.
Donc des sommets qui sont assez schisteux comme massif. Du coup, ça fait des belles aiguilles. Enfin, l'aiguille d'Oran, elle porte bien son nom. Hein. C'est une vraie belle aiguille. Le râteau est un petit peu plus plat. C'est des sommets. En fait, l'aiguille d'Oran se fait en escalade ou en cordée par l'arête. Donc là, on est vraiment sur des techniques d'alpinisme. Après, le râteau de soie, par contre, il y a un chemin qui monte jusqu'au sommet avec une grosse évolution quand même en pierrier, donc pas non plus accessible à n'importe quel randonneur. Il y a 1000 mètres de dénivelé. Par contre, en haut, il y a un très très joli plateau qui donne un point de vue à 360 degrés, autant sur les écrins que sur le Mont Blanc, etc. Donc, très beau point de vue sur la vallée. Oui, il me semble que pour le coup, l'aiguille d'Oran n'est pas équipée. Hein. Alors, l'aiguille d'Oran, il y a certaines voies qui sont équipées. D'accord. Voilà, il y a certaines voies qui sont équipées. Là, on est en train de travailler avec des guides de la vallée, justement, pour essayer de remettre à plat tous les topos et pour pouvoir remettre à jour, en fait, toutes ces voies d'escalade. Donc, ils l'ont fait pas mal cet été, à les nettoyer, etc. Et pour justement remettre en avant cette aiguille parce qu'elle est très, très belle et très sympa à grimper, ouais. Alors c'est hyper intéressant parce que tu me donnes le marchepied pour la question suivante. Justement, le travail avec tous les autres acteurs. Quand on arrive sur le parking, il y a un panneau de l'association Foncière Pastorale, mais il y a aussi la proximité vraiment à quelques centaines de mètres du parc de la Vanoise. Comment est-ce que toi et ton équipe, vous êtes intégrés justement à cette diversité d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts? Ouais. Alors en fait, nous, le fait de notre présence en permanence, 7 jours sur 7, on va être un point relais, en fait, quelque part. Donc c'est-à-dire qu'entre les bergers qui ont avec l'activité foncière pastorale, qui vont avoir une activité agricole dans le vallon, entre les accompagnateurs qui vont avoir une activité plutôt touristique, là c'est l'ouverture de la chasse, donc on a aussi des chasseurs aussi qui sont au milieu de tout ça. On a des propriétaires de chalets. Donc eux, c'est juste leur vie privée et leur chalet. Et donc nous, en milieu de tout ça, en fait, on est vraiment ce point relais, c'est-à-dire que quand les bergers vont avoir un souci, ils vont passer par ici. Quand les touristes vont avoir un souci, ils vont venir nous voir. Et donc du coup, on a un très gros intérêt de travailler avec tout le monde, de connaître tout le monde. Ça, c'est hyper important parce que ça va permettre soit d'anticiper les problématiques de partage de territoire, en fait, tout simplement, entre le vététiste, entre le berger, entre le randonneur familial, de pouvoir aussi gérer en cas de souci. Après, dans le vallon, il y a une très belle inertie, il y a une très belle entente. Là, pour donner un petit exemple, souvent en fin septembre, on fait un repas de fin de saison avec tous les acteurs du coin, tous les propriétaires de chalets, etc. Donc, c'est ce qui permet en fait de souder ce vallon et qui garde en fait une âme qui a toujours existé. Parce que du coup, tous les chalets, avant, c'était des chalets d'alpage avec plusieurs agriculteurs. Et donc, il y avait une espèce de solidarité. Et donc, dans chaque profession, ça nous amène à cette solidarité, en fait, parce que chaque profession a ses difficultés. Et le fait de bosser tous ensemble, c'est ça qui est génial, quoi. Et justement, l'alpage, là, il est intéressant parce que finalement, il est bordé de forêts. Est-ce qu'il est encore travaillé par des agriculteurs, cet alpage ? Alors, il est énormément travaillé, il est bien travaillé. On a Raymond qui fait encore toute la fauche avec un motoculteur. Il va y mettre ses vaches aussi pour faire manger. On a des chevriers qui viennent de s'installer aussi dans le vallon. Et on a aussi les moutonniers. Donc, du coup, il y a une très grosse activité agricole. C'est cette activité agricole qui va maintenir le paysage actuel. Ce qui fait que la forêt, en fait, ne gagne pas trop non plus et qui nous entretient le vallon, qui fait qu'on a des prairies pleines de fleurs au mois de juin, que du coup, il y a des abeilles, que du coup, il y a plein de choses derrière, quoi. En fait, cette activité pastorale dans le vallon a toujours existé. Et bien maintenu. Et il y a des jeunes qui vont reprendre aussi. Donc ça continue à avoir une grosse activité ici. Ouais. C'est génial, c'est important aussi qu'il y ait tous ces acteurs en fait, sur un même c'est important parce qu'ils participent aussi à l'entretien des chalets. Donc ça évite d'avoir des chalets en ruine. Souvent, c'est des jeunes du coin. Donc en fait, ils dorment sur place. Et cette activité agricole fait aussi qu'on a une très belle forêt aussi. Ça va limiter les arcoses, ça va limiter pas mal de choses. Donc, on a quand même une forêt où on a une convention qui a été signée dessus, justement pour la préserver. Donc, avec l'ONF, justement pour mettre en avant sa biodiversité. Donc, c'est une chance, quoi.
Et question de nouveaux pratiques. Donc, je suis arrivée à une évolution des pratiques en montagne ces dernières années parce que on dit de plus en plus qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent en montagne qui ne sont pas forcément aguerries. Est-ce que toi, tu nous parlais tout à l'heure des VTTistes, est-ce que toi, tu vois des nouvelles pratiques qui se développent en montagne? Alors, avec l'arrivée du VTT électrique, c'est vrai que ça permet d'accéder en fait à des endroits qui ne l'étaient pas forcément, où il fallait avoir un petit niveau auparavant et qui le sont un peu plus. On n'est pas encore avec une surfréquentation de VTTistes, loin de là, parce que c'est quand même... on reste en montagne, on reste à 2000 mètres d'altitude, donc faire du vélo à 2000 mètres d'altitude, ça demande quand même une certaine technique. Sur l'évolution de la clientèle, oui, on l'a eu les 2 années Covid, parce qu'on s'est retrouvé avec justement des personnes complètement novices, en fait, qui connaissaient pas du tout le milieu montagnard. Après, moi, je l'ai vécu plutôt comme une chance, de faire découvrir aussi tout ce milieu-là, en fait, à des gens qui ne connaissent pas forcément. Alors, c'est sûr que ça amène des comportements qui ne sont pas forcément adaptés, avec des départs en rando à midi, par exemple. Mais après, tout s'apprend. Il n'y a pas de mauvais public. À partir du moment où on est à l'écoute, qu'on prend le temps de discuter avec eux, il n'y a aucune raison que... oui, le premier jour, ils vont partir à midi, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au lac, et puis le lendemain, ils vont partir plus tôt. Voilà, tout se gère, je trouve. Et justement, cette fréquentation, elle amène à la question de la surfréquentation. On a vu des lieux touristiques comme la Maurienne, mais notamment par exemple dans les Calanques, aux falaises d'Étretat, on a vu des dispositifs pour vraiment que ce soit beaucoup moins fréquenté, dans des îles aussi de Méditerranée. Est-ce que toi, tu as l'impression, avec ce que tu vois maintenant, qu'il va falloir dans les années qui arrivent limiter le public? Alors, de toute façon, après, c'est comme tous les lieux touristiques, il y a un moment donné où, que ce soit nous au niveau du gîte et au niveau de la restauration, ou au niveau du vallon et du parking, physiquement, matériellement, de toute façon, on ne pourra pas encaisser plus. C'est pas possible. On ne pourra pas faire 300 couverts ici, c'est pas possible. On n'a pas du tout les structures pour. Le parking, au bout d'un moment, quand il est plein, il est plein. Il y a quand même une certaine autorégulation qui se fait du fait quand même de l'accessibilité, du fait que la route, certes, c'est une très belle route, mais c'est pas non plus une grosse route. Donc, il y a des gens qui, des fois, n'osent pas trop s'engager non plus parce qu'il y a quand même des endroits où ça croise pas forcément. Après, il y a un projet, en fait, de redescendre le parking plus bas pour justement ne pas avoir le parking juste à côté du refuge et pour pouvoir permettre, en fait, aussi une régulation avec des navettes. Donc, ça va se faire, en fait, petit à petit. Après, de toute façon, entre me dire on répartit tout le monde partout et on garde des lieux où oui, il y a du monde. Oui, il y a du monde, c'est comme ça. Moi, je préfère me dire on a des lieux où il y a du monde et on a d'autres lieux qu'on préserve, en fait, plutôt que d'essayer d'étaler tout le monde, en fait. Parce qu'au final, à force d'étaler tout le monde, on va se retrouver avec 10 lieux hyper touristiques, hyper visités, plutôt que d'avoir un lieu hyper touristique, hyper visité, quoi. Et donc, il y a quand même des endroits, que ce soit dans le sein du parc de la Vanoise ou autre, qu'il faut qu'on préserve, en fait. Ok, je comprends. Et la question que je me pose aussi, c'est celle de habiter dans un refuge. Toi, tu habites ici la saison ou tu redescends en vallée tous les soirs? Non, on habite ici, ouais. Ok, donc pendant 4 mois même, ouais. Vous habitez ici. Voilà. J'ai vu un petit garçon tout à l'heure, j'imagine que c'est le tien. Alors non, le petit c'est celui de Claire qui travaille avec moi. D'accord. Et moi, j'ai 2 filles. Donc, j'en ai une petite de 2 ans et demi qui est encore à la sieste, c'est pour ça que tu l'as encore pas vue. Et j'en ai une autre à l'école que je vais aller chercher tout à l'heure. Ouais. D'accord, ok. Mais du coup, c'est loin, là, l'école On a une demi-heure de route, ouais. Ouais. Donc, ça demande une certaine logistique aussi. Ça demande une grosse organisation, une certaine logistique. Après, le fait d'avoir la route, justement, c'est ce qui lui permet quand même d'aller à l'école. Dans le refuge où j'étais avant, ça aurait été compliqué. Elle n'aurait pas pu aller à l'école en juin et en septembre. Ouais. Donc, voilà, c'est une vie qui est particulière. Enfin, voilà, c'est sûr que... Après, on a une demi-heure de route dans une belle forêt. On n'est pas dans les transports en commun, on n'est pas dans les bouchons, on n'est pas dans le RER. Donc, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait froid, mais il fait très beau, quoi. C'est magnifique. On a un grand ciel bleu, c'est superbe, quoi. C'est ça. Après, mes filles sont nées en refuge, presque. Donc, du coup, elles connaissent que ça comme devis. Donc, elles, ça les gêne pas. Après, la journée, demain, par exemple, le mercredi, nous, on est directement là. Donc, on va tout de suite aller se balader, on va faire des pique-niques, on va profiter du cadre. Donc, voilà, c'est une vie, des fois, qui est pas toujours évidente en tant que maman parce qu'il faut concilier, en fait, le travail, les enfants au travail.
Même pour les enfants, des fois, c'est pas toujours facile de voir sa maman et qu'elle soit pas disponible. Mais après, en expliquant bien, en s'organisant, tout se gère, quoi. C'est une vie saisonnière, en fait. Hein. C'est une vie saisonnière, ouais. On déménage tous les 4 mois, donc on déménage. Du coup, on a des enfants hyper adaptables. Et toi, qu'est-ce que tu fais le reste de la saison ? Alors, le reste de la saison, moi, j'ai 2 autres diplômes. Moi, je suis accompagnatrice en montagne aussi. Donc, je vais faire de temps en temps des dépannages en raquette ou autre. Et je suis masseur kinésithérapeute aussi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, rien à voir. Beaucoup de cordes à ton arc qui Voilà, te permet c'est justement cette vie saisonnière finalement. Exactement, ouais. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé comme bergère il y a 22 ans dans le vallon de Paul VII. Et, donc juste en dessous, juste là, en dessous, de voilà, Lorgère. ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que le vallon, je le connais très très bien. Ouais. Et quand je suis revenue, j'ai dit à mes parents, je vais faire bergère et monitrice de ski. Et mes parents m'ont regardé, ils m'ont dit, non mais ma grande, tu vas nous faire un vrai métier. Hein. Donc du coup, ils m'ont poussée à faire mes études et je regrette pas parce que du coup, j'ai eu ce diplôme de kiné qui m'a permis en fait de pouvoir continuer ces saisons et d'avoir un confort financier agréable, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la cuisine ? Parce que moi, je trouve que quand on va au refuge, quand même, la cuisine, c'est important. Manger, c'est important. Ouais. Et je vous ai vu tout à l'heure. Déjà, vous avez l'air de super bien vous entendre. Tu me disais que vous étiez 14 sur le total de la saison. Ouais. Tu as plus de salariés qui travaillent avec toi en juillet et en août pour absorber un peu le flux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que vous travaillez à la cuisine. À la cuisine. C'est important de bien manger. Je suis un peu gourmande, toi. Alors, en cuisine, déjà, tout le monde tourne un peu en cuisine, en fait. Hein. C'est un peu cet esprit aussi, là, en refuge. C'est que du coup, tout le monde met la main à la pâte et tout le monde apprend. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est un peu une cuisine, on va dire, familiale. Après, on a des priorités, des grands principes. On fonctionne qu'avec des circuits courts, que des petits producteurs locaux. Qu'on connaît très bien. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec eux, donc ça roule. On travaille beaucoup à partir de produits frais. Parce que c'est hyper agréable et puis même au niveau stock c'est génial, enfin vu qu'on peut se faire livrer parce qu'après dans notre refuge où c'est 2 heures de marche, les produits frais c'est autre chose. Là nous justement le fait d'avoir l'accessibilité c'est ce on a envie de différencier. Par exemple sur les repas du soir on se met un point d'honneur à mettre des légumes en fait parce que quand on fait un tour de la Vanoise et qu'on mange croziflette pendant une semaine le petit légume est le bienvenu. Et en fait, on va fonctionner. Donc, il y a souvent un cuisinier, on va avoir un commis, et après, on va avoir un autre poste plutôt à la pâtisserie, etc. Donc, le cuisinier, donc il y a moi en fait qui travaille beaucoup. Et là, on avait Camille cette année, mais parfois ça change. De ce fait-là, après, on va avoir la cuisine en fonction de chacun, quoi. C'est ça qui est sympa de faire tourner en fait, parce que chacun a sa manière un peu de mettre sa touche et voilà. Une dernière question pour la route, après avoir ouvert nos papilles. Si tu devais recommander un endroit en Maurienne que tu adores à nos auditeurs et auditrices, ce serait lequel ? Alors, je ne sais pas si je l'ai dit parce qu'il est un peu caché. Ah. C'est marrant parce qu'on me répond quand même souvent ça quand je fais cette question. Non, il y a un endroit qui me fait vraiment vibrer énormément et c'est là où je gardais avant en fait que j'ai quitté parce que je suis devenue maman et que du coup à un moment donné les enfants grandissent, il faut aller à l'école. C'est tout le vallon de la Lesse. Donc c'est un petit coin de paradis au-dessus de Termignon en fait, à partir du refuge d'Entre-deux-Eaux. Il y a 2 heures de marche et c'est un vallon qui est très austère au départ mais qui s'ouvre énormément après par la suite. Et c'est encore un des rares seuls endroits à l'heure actuelle où on ne voit aucune construction humaine à part le refuge, où il n'y a aucune connexion, il n'y a aucun réseau, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est un voyage initiatique, en fait. Et quand on arrive un peu à l'automne, il y a des petits airs népalaises, d'Himalaya. On est au pied de la Grande Casse et au pied de la Grande Motte. Donc, c'est quand même les 2 sommets emblématiques de Vanoise. Et ce serait mon petit coin de paradis. Super, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans ce rush de septembre et puis on espère que ça donnera envie aux personnes qui nous écoutent de venir te voir à Lorgère. Merci. À bientôt. C'est déjà la fin de ce 6e et dernier épisode de la série de Grenoble à Lorgère. J'étais plus que ravie de te faire découvrir cette jolie vallée qu'est la Maurienne. Le camp de base s'en va pour reprendre quelques forces.
Mais c'est une exclusivité que je te livre ici. La 2e saison du podcast va être lancée le lundi 16 janvier 2023. On fait même un lancement de la saison le 10 janvier au restaurant Les Fringantes rue Hébert à Grenoble. Viens! Toutes les 2 semaines, dans cette nouvelle saison, tu pourras découvrir une nouvelle discussion avec des scientifiques, des sportifs, des dirigeants d'associations, des artistes. Bref, avec toutes celles et ceux qui font vivre nos territoires de montagne. Bon, je te tease un peu. Pour cette saison, j'ai rencontré Mathieu Navillot, Gaëtan Gaudissart, Paul Bonhomme ou encore la glaciologue Delphine Six. Bref, je suis hyper enjouée et ça va être super chouette. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter et suis-moi sur les réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn ou sur www.campdebase-podcast.com. À très vite dans le camp de base, rencontre au sommet. C'est quoi la recette avec les noix? Okay, what are you doing with nuts? I'm just making to eat. I don't know. Actually, I want to do Little tart? No, no. But I want to make a pumpkin bread, something like that. But I'm not sure. See? Okay. Because She loves the nuts. yeah. Et là, après, je vois une énorme bassine de... C'est quoi? C'est de la sauce Ça tomate avec... ça va être une sauce bolognaise. Et ça, après, c'est la soupe pour ce soir. Ouais. Ouais, mixer après. Et puis, Ça fait longtemps que vous travaillez ici? moi, je fais toute la saison. C'est la première saison ici depuis le... J'ai commencé fin mai. Et puis... et je termine le 30 septembre. Enfin, le 2 octobre, précisément. Mais sinon, le refuge, lui, il ferme le 30 septembre. Donc, mais c'est cool. On est une bonne équipe, en plus. On s'entend bien, on rigole bien. C'est sympa. Il y a Bibi, elle nous fait des bonnes petites recettes du Népal. C'est trop bien. Des momos. Du dal. Very good. Is that your first season here? Yeah. Yeah? My first season. Yeah. What do you think about this shelter? It's like really good, and my boss she's really good, and like my colleagues are like really good because like I don't know the French, and they help me a lot because basically coming here without knowing a language is like really hard, and it was like really hard first when I was here, but after that yeah it's like really easy because they are really good with me and like they teach me a lot of things, so yeah it was like really easy.